Je vois que vous êtes perspicace et que vous avez deviné le nom du prochain intervenant. Peut-être juste 30 secondes, puisque je vous parlais des organisateurs. Quand nous avons contacté Oskar Freisinger, nous l'avons fait en pleine période de la votation suisse. Et quand nous avons vu immédiatement, quand il nous a dit spontanément oui, quand nous avons vu le flot de haine, le flot d'intimidation, les campagnes crapuleuses dont il a été l'objet, nous nous sommes dit entre nous, très possible que finalement, pour des raisons d'intérêt supérieur, ils nous disent qu'il ne viendra pas. Non seulement Oskar a fait face à ces intimidations, mais nous avons beaucoup aimé son discours, qui a été un discours d'homme libre, qui ne se laisse pas intimider, et je vous demande de l'applaudir très fort. Déjà, tout enfant, il suffisait de me dire qu'il ne fallait pas aller à quelque part, et puis ben, je m'y trouvais, c'est sûr. Je salue la France de Voltaire. C'est Astérix, l'Helvète, qui vous salue. Parce que, de nos jours, que voulez-vous, Astérix a dû s'exiler en Suisse. De plus, on le qualifie de facho. On veut interdire Tintin, Astérix est devenu facho. Eh bien, je vous remercie quand même, c'est vraiment sympa de votre part d'être venu écouter un salopard comme moi. Ça prouve que vous n'avez vraiment pas froid aux yeux. À propos d'ailleurs de température, j'aimerais vous demander de faire une petite minute de silence avant que je continue à parler pour tous ces pauvres casseurs là dehors qui se gèlent les fesses pour rien. Ils pourraient nous rejoindre ici au chaud pour partager avec nous le pinard et le saucisson bien français. Ça pourrait leur mettre du plomb dans la cervelle. Ah là là, que c'est bon tout ça. Passons aux choses sérieuses. Vous pouvez lever un peu le micro, bien ça va, au niveau du son. Peut-être un peu plus haut. C'est possible. Là. On sort l'habitude des micros. Bien, je vais d'abord vous parler de l'islam, puisque c'est comme le sujet du jour, donc pour éluder le problème. Et ensuite, vous esquisser une solution qui pourrait passer par le modèle suisse qui m'est cher et que j'essaye de vendre un peu partout. Les actions sont en hausse. Alors voilà. Le propre de la communauté islamique, c'est qu'elle n'a pas de géographie. Elle doit appliquer sa loi partout où elle vit et où elle a la possibilité de le faire. Or, cela commence tranquillement par ronger nos sensibilités et nos lois à la base, au quotidien. On cède sur l'égorgement rituel des animaux. On ne s'indigne même plus lorsqu'une gamine de banlieue est brûlée vive par ses frères et cousins parce qu'elle a couché avec un infidèle. On aligne le menu de nos cantines scolaires sur les prescriptions rituelles d'une religion importée. Face aux coutumes de l'islam, on s'aligne avant même qu'elles aient commencé à vraiment poser problème. « Voyez, s'écrit les poltrons, nous n'avons aucun problème de cohabitation avec l'islam. Bien sûr, il leur suffit de s'incliner d'avance. Ces apôtres du respect de la différence s'emploient à renier leur propre identité pour ne pas choquer celle de l'autre. » Ce phénomène de mimétisme est connu des populations chrétiennes qui, historiquement, ont eu à vivre sous la loi islamique. La règle de survie était de faire comme la population dominante et de raser les murs. On appelait ça la dimitude. Or, dans certains endroits d'Europe, nous vivons désormais en situation de dimitude inversée. Ici, c'est la majorité qui rase les murs. En Grande-Bretagne, dans les quartiers islamisés, les femmes anglaises passent un foulard lorsqu'elles sortent de chez elles pour ne pas avoir d'ennui. Quant à Lyon, des jeunes musulmans tabassent férocement dans un bistrot et en plein jour un des leurs pour avoir simplement bu un café pendant le ramadan.
c'est tout un quartier qui, faute de soutien de ses autorités, rasera désormais les murs. C'est bien la spécificité de l'attitude européenne face à l'islam. Une soumission préalable à la contrainte, une dimitude préventive. Évidemment, il ne coûte rien de plier le dos lorsqu'on n'a pas d'échine. Cette attitude me semble imputable... Cette attitude me semble imputable au moins autant à la faillite de notre propre système éducatif et moral qu'à la pression d'une communauté étrangère. Par ailleurs, des milliers d'Européens et Européennes se convertissent à l'islam. Quel est donc le vide qu'ils cherchent à combler par ce geste? Ne sont-ils pas victimes, eux, d'une autre idéologie qui est celle de l'économisme et de la consommation effrénée, sans aucun système de valeurs à défendre? Ce vide occidental... Merci. Ce vide occidental rend en tous les cas une partie des musulmans plus fanatiques, plus extrêmes qu'ils ne le sont avant leur déracinement. Cependant, malgré les errements de notre civilisation, je refuse de croire que l'islam est la solution pour nous en sortir. Chasser le diable par Belzébuth n'est jamais une bonne idée. Je précise encore ici que la plupart des États musulmans non fondamentalistes sont tenus par des gouvernements autoritaires qui maintiennent les fanatiques sous coupe réglée. Nulle part, ils ne bénéficient des largesses dont ils abusent sous nos latitudes. Cela ne les empêche pas d'étendre leur influence également dans leur pays d'origine. Ils la construisent par le biais du social. Chez les Palestiniens, le Hamas fanatique gagne inexorablement du terrain sur le Fatah, laïque mais corrompu, car son totalitarisme est collectiviste. Dans ce système, tous sont assurés d'une prise en charge. Cette intégration sociale du modèle islamique est une réponse à notre atomisation. C'est un socialisme perfectionné, c'est l'URSS plus Dieu. D'ailleurs, si l'on compare les deux systèmes, l'opposition entre le modèle totalitaire soviétique et le modèle islamique n'est qu'apparente. Il n'y avait pas de laïcisme en URSS. On divinisait les dirigeants et les maîtres à penser, de Marx à Staline. Et l'on posait le grand soir comme un événement eschatologique, comme la fin des temps de l'Évangile. En islam aussi, le royaume qu'on bâtit est purement de ce monde. On n'a aucun contact avec Allah, tout est immanent, y compris le paradis, qui n'est qu'une version 5 étoiles de la vie sur Terre. Le socialisme réel est donc moins matériel et l'islamisme moins spirituel qu'il ne semble. Les deux sont des systèmes dogmatiques et collectivistes allergiques à la liberté individuelle. Le communisme ayant fait long feu, c'est sans hésitation et sans être encombré par le moindre doute que l'islam occupe le vide de la modernité de son trop-plein de dogmes et de règles en justifiant religieusement sa prise de possession matérielle, psychologique et territoriale du monde immanent. Son système de croyance passe nécessairement par une prise de pouvoir sur tous les secteurs de la vie et sur tout le territoire disponible et non seulement sur les consciences. Alors que nous ne pensons qu'à nos retraites, nos vacances et nos assurances, le monde musulman produit des armées de combattants, hommes et femmes, prêts à sacrifier leur vie en tant que bombes humaines ou dans la guerre. Car dans l'islam, il faut rendre à Dieu ce qui est à César. C'est le propre même de la théocratie. Merci. Lorsque les islamistes parlent d'une réalité autre que celle de notre système, il ne s'agit pas d'une transcendance, mais simplement d'un système immanent et concurrent à celui que nous nous sommes construits. Loin de moi de minimiser et ignorer les errements du christianisme, la double morale, Torquemada et l'Inquisition, les dérives d'un pouvoir qui fut longtemps théocratique sont des faits indéniables. Mais tous ces phénomènes furent des trahisons de la parole du Christ et les évangiles, alors que dans l'islam, la guerre sainte, les coups de fouet, les mains coupées et autres sévices corporels sont des applications, tout ce qu'il y a de plus fidèle du programme proposé par le dogme. La quête du pouvoir, le triomphe d'Allah, c'est-à-dire l'islamisation planétaire, est une fin en soi. Le royaume d'Allah est de ce monde-ci, il ne se situe pas dans l'au-delà. Le christianisme, lui, n'est au départ qu'une parole libératrice. La société fondée sur un message aussi personnel et aussi dynamique porte dans ses gènes la capacité de se transformer. Notre civilisation a évolué plus loin et plus rapidement que toutes les autres. Elle s'est remise en question à la Renaissance, au siècle des Lumières, à l'ère des révolutions. Le carcan religieux a fini par éclater totalement, pour le meilleur et pour le pire. D'une société théocratique et collectiviste, nous sommes passés à une société libérale et individualiste, l'une aussi nihiliste que l'autre d'ailleurs.
car tout dogme religieux, dès qu'il instrumentalise l'humain au service d'un concept décrété comme absolu, devient nihiliste. Dans un tel système, l'individu et sa vie sont à disposition de l'ensemble. Ils n'ont de valeur qu'en tant que pièce utile au collectif. Ils ne sont qu'une brique dans le mur, selon l'image de Pink Floyd. C'est le modèle même des sociétés totalitaires, de la mafia au socialisme réel. Celui qui ne suit pas les règles du clan est éliminé. Il n'a aucune valeur propre. On greffe un sens externe à sa vie. Or, le sens de la vie est dans l'homme, pas autour de lui. En ce sens, l'avancée de l'islam n'est que le révélateur de notre vie d'intérieur. Si nous avions une vie spirituelle propre, équilibrée, une profondeur, une âme, l'islam n'exercerait aucune emprise. Ni comme séduction, ni comme intimidation. Une âme critique et libre ne tiendrait pas une minute sous ce ritualisme et cette contrainte. Lorsqu'on porte l'impératif de la liberté au fond de soi, on peut affronter toute l'armée perse à 300 hommes, comme Léonidas. Or, dans notre société matérialiste, l'élévation n'a plus le droit d'être. Nous vivons le diktat de l'horizontalité, de la socialisation, du carpe diem, du copinage et du bavardage généralisé. Nous ne construisons plus de temples dans l'invisible et emprisonnons l'imaginaire dans des jeux vidéo. Le monde est devenu désespérément plat. À force d'éliminer toute barrière, tout obstacle, nous avons détruit les perspectives, effacé l'horizon, comme écrit Nietzsche. Or, l'être humain a toujours besoin de progresser vers quelque chose. La réduction du monde à sa matérialité nous immobilise et nous démobilise. Tout notre dynamisme, notre appétit de vivre est fondé sur la quête éternelle et le dépassement de soi. Si je suis Dieu moi-même, vers quoi puis-je encore aller? C'est dans cette interrogation que la déprime de la modernité prend racine et que l'angoisse s'installe. Or, il n'y a aucune réponse spirituelle à ce désespoir à attendre de la part d'églises devenues des assistantes sociales. Leurs messes virent à la kermesse bien pensante où le corps et le sang du Christ sont remplacés. Leur messe, je reprends parce qu'elle est jolie, virent à la kermesse bien pensante où le corps et le sang du Christ sont remplacés par des cakes au citron et du Nescafé. Il est dès lors normal que les âmes inquiètes finissent par mépriser et même haïr leur univers fadasse et qu'ils s'en détournent. C'est ainsi qu'on observe une alliance de fait entre certains mouvements altermondialistes ou anticapitalistes et l'islam. Ils perçoivent ce dernier comme leur allié, leur compagnon d'infortune dans leur rejet du monde tel que nous l'avons fait. Nous nous trouvons sommés de choisir, de fait, entre le supermarché Oni et une alternative dont l'islam est une composante de poids. Les uns et les autres ont en commun leur internationalisme. La nation de l'islam, comme la troupe des déracinés projetés par la gauche, transcende les partages ethniques et les cultures. Le collectivisme est leur étendard, aiguillonné par une peur bleue devant la liberté humaine. Pour les uns comme pour les autres, l'individu n'a plus rien de sacré. Aucune zone de son être n'est protégée des intrusions du collectif. En somme, l'islamophilie, si paradoxale d'une certaine gauche, trahit sa nostalgie autoritaire. Cette gauche a vu que l'être humain livré à sa propre loi ne tenait pas la route. Maintenant, elle se cherche un cadre, un nouvel axe. Elle ne peut évidemment pas le trouver dans le système qu'elle a renié et en grande partie détruit elle-même. Du coup, la voilà prête à renier tous ses combats post-68 art, féminisme, égalitarisme, mouvement gay, tout passe à la trappe face au modèle de société islamique, son système de valeurs s'évapore. C'est alors que deviennent acceptables sous le drapeau de l'islam et sous prétexte d'ouverture à l'autre, des valeurs que cette gauche aurait vomies venant de la religion chrétienne. Au nom du multiculturalisme, elle épouse désormais la plus dictatoriale des monocultures. Ayant adopté jusqu'à la caricature les comportements de la bourgeoisie qu'elle combattait, que lui reste-t-il d'autre pour soigner son dégoût d'elle-même? L'islam est pour elle une sorte de reconquête de la pureté et de la simplicité.
Mais les tenants de la bourgeoisie prétendument bien pensante ne sont pas meilleurs. Je décèle dans leur complaisance avec l'idéologie islamiste un calcul impitoyable, une véritable stratégie sociale. L'islamisation des quartiers populaires en France ou en Grande-Bretagne a détruit toute une couche populaire dotée de conscience sociale et du coup rebelle et revendicatrice. Ça facilite les affaires, car le sentiment identitaire, la cohésion de classe, le sens civique sont pour le capitalisme autant d'obstacles à la libre circulation des capitaux. Cependant, si le système a délibérément utilisé le mouvement démographique et culturel islamique pour mieux contrôler la population, il s'est gravement fourvoyé. On ne peut contrôler que celui qui a quelque chose à perdre, pas celui qui est prêt à se faire sauter au milieu de la foule des consommateurs béats. Nous en arrivons ici au nœud du problème. Comment a-t-on créé cette armée inépuisable de kamikazes? Quand je dis « on », je ne pense pas qu'au milieu islamique, mais au contexte global. Vers le milieu du XXe siècle, le phénomène du fanatisme religieux était relégué aux oubliettes de l'histoire. Avec l'extinction de l'Empire ottoman et l'avènement des jeunes turcs, francs-maçons et nationalistes, il ne subsistait plus de foyer significatif de fanatisme au sein du monde musulman. Avec le recul, on a le sentiment que la résurrection de ce fanatisme a été favorisée par la politique même des Occidentaux, en particulier l'appui constant accordé par les anglo-saxons aux courants les plus rétrogrades de l'islam. L'alliance pétrolière américaine avec la dynastie des Séouds durant la Deuxième Guerre mondiale, la création de la bombe à retardement pakistanaise par l'Empire britannique pour contrôler l'Inde libérée, puis la fabrication d'une internationale islamiste contre l'URSS en Afghanistan, transférée par la suite en Bosnie et au Kosovo sous le nez ou l'égide de l'OTAN, tout cela sont des étapes capitales sans lesquelles le spectre du terrorisme islamique n'existerait probablement pas. D'un côté, nous avons donc une élite occidentale qui s'emploie à confronter les musulmans en soutenant les Israéliens et en menant de cruelles guerres de conquête dans le Moyen-Orient pétrolier, tout en entretenant le spectre d'un terrorisme islamique largement imaginaire. D'un autre côté, nous avons un autre visage de cette même élite qui, soudain, la bouche en cœur, abreuve sa propre population en proposant angélique sur l'accueil de l'autre et la tolérance, et j'en passe. Je ne veux pas vous refaire l'évangile selon la tolérance. En somme, dans la rhétorique occidentale, l'islam est coupable dans ses terres historiques, là où le fanatisme est entretenu par la stratégie même des Américains, et innocent lorsqu'il débarque sur le sol européen. Or, la contradiction n'est qu'apparente. Le terrorisme extérieur à l'Occident sert de prétexte aux interventions armées de l'oncle Sam. Longue vie à Ben Laden, donc, afin que l'Afghanistan puisse continuer à être le premier producteur d'opium du monde et que le pétrole continue à couler à flot sous le contrôle de la très chaste Amérique et son très médiatique président. Quant aux fous de Dieu sévissant sur sol européen, ils sont eux aussi très utiles, mais dans une toute autre fonction. Ils servent à légitimer les dérives sécuritaires de systèmes politiques prétendument libéraux qui motivent la restriction progressive des droits démocratiques et l'établissement d'un contrôle étatique accru, motivé par le besoin de lutter contre une minorité de fous de Dieu menaçant de prendre en otage la majorité bien intégrée des musulmans. C'est d'une hypocrisie totale, car la fameuse majorité intégrée est en vérité une société parallèle établie en ghetto. Or, ces ghettos sont justement le terreau nécessaire aux illuminés que le système utilise pour faire peur aux braves bourgeois. Ceux-ci, effrayés, acceptent sans rechigner que leur liberté fonde un peu plus tous les jours, puisqu'on leur offre la sécurité en retour. Tout ça n'est cependant possible qu'à deux conditions. Une immigration massive de musulmans et une courbe de natalité très supérieure à la moyenne dans les ghettos islamiques. Dans l'optique du but final, qu'est celui du djihad, c'est-à-dire l'islamisation de la terre entière, l'islam fait ce qu'il doit faire et le fait bien. Je suis obligé de le reconnaître. Je serais islamiste, je ferais comme eux, ils ont raison. Ceux qu'il faudrait envoyer dans le désert sont les apprentis sorciers qui croient pouvoir utiliser cette religion pour assouvir leur fin de pouvoir. Par leur faute, l'Europe est désormais habitée par la peur. Le problème de l'islam y prend une toute autre dimension, à travers l'immigration de masse.
c'est devenu un paramètre sociologique, une affaire intérieure. Et ce, en une seule génération seulement. On est frappé par l'opiniâtreté avec laquelle l'élite bien pensante de ce continent s'est employée à occulter ce problème. Tout son discours sur la tolérance et l'ouverture n'est qu'un masque de la peur, dans la mesure où il jure cruellement avec l'attitude et la psychologie observables de ceux qui le tiennent et qui ne manifestent au plan personnel ni la générosité, ni le désintéressement, ni le système de valeurs nécessaires pour une véritable ouverture à autrui. Ils n'ont d'ailleurs même pas ce prérequis élémentaire qui est un léger sens de l'humour. Ceux qui, malgré tout, essaient d'affirmer une position de refus ou de prudence vis-à-vis de l'islamisation de notre société, comme vous aujourd'hui, sont diabolisés non par les musulmans, encore moins par eux, mais par leurs propres faiseurs d'opinion, médias, politiques, autorités religieuses. Cela donne aux fanatiques musulmans une carte blanche morale pour l'élimination physique des récalcitrants les plus durs. Ainsi, les assassinats de Pim Fortuyn ou de Theo van Gogh n'ont pas soulevé trop d'interrogations au sein de l'élite européenne sur la pertinence de la doctrine en vigueur qui fait de Londres et d'Amsterdam des havres pour les islamistes durs que les régimes musulmans modérés répriment. En 68, lorsqu'une figure de tout premier plan de la politique britannique comme Enoch Powell, le chef de file des Tories, dut quitter la vie publique à cause de ses pronostics personnels sur la submersion démographique de son pays, ce furent ses propres concitoyens qui, par son lynchage, ouvrirent la voie aux prédicateurs islamistes durs qui ont fait de la Grande-Bretagne leur havre. En Allemagne, l'Allemagne est en train d'émettre le même signal de capitulation par la chasse aux sorcières dont elle accable le banquier Thilo Sarrazin. Et lorsqu'on voit apparaître des femmes rebelles, comme Ayaan Hirsi Ali ou Wafa Sultan, elles représentent plutôt un embarras pour leur société d'accueil. Encore une fois, l'islam en Europe, c'est désormais un facteur sociologique, mais aussi un important pilier de la finance et même un contingent électoral protégé par le dogme multiculturaliste. Cette religion du multiculturalisme, qui n'existe que dans les brochures des organisations internationales, n'a d'autre terrain d'application systématique que l'Europe. Il n'y a qu'en Europe qu'on veuille croire que tout le monde est gentil si on est gentil avec lui. Dans le reste du monde, la complaisance est simplement signe de faiblesse. Nous vivons donc dans une schizophrénie totale et permanente. Nous acceptons de la part de l'autre des excès dont on ne tolérerait pas le 10e s'ils étaient le fait de nos prêtres et de nos politiques. En somme, dans notre poltronnerie tous azimuts, nous servons de zone tampon aux stratégies équivoques des Américains. Nos autorités répercutent et accentuent la flatterie superficielle des présidents américains à l'égard de l'islam, ainsi le discours du Caire de Barack Obama, mais elles contribuent au conflit des civilisations fomenté par cette même puissance en lui fournissant des troupes supplétives pour l'Afghanistan et l'Irak. Pour se racheter de leur participation à une stratégie globale qui est une provocation face au monde musulman, les pays européens font preuve d'un laxisme irresponsable face à l'islamisation démographique, sociologique et psychologique du continent européen. Le système tout entier a posé son cul sur le couvercle de la marmite pour ne laisser filtrer aucune opposition. Eh bien, je vous dis, gare au jour où elle explosera. Merci. Attendez que ce soit fini. Attendez que ce soit fini. Parce que maintenant, c'est le chapitre suisse. Ça, c'était le chapitre analyse, voilà. Que faire pour que le couvercle saute? Quand même pas rester assis sur... hein? Bon. Alors, il vous faut un peu d'eau. Ah bien. Il vous faut des instruments institutionnels. Alors la Suisse a démontré ce que ça peut être, à travers 2 votations. En une seule année, à 2 reprises, donc toutes les élites politiques suisses ont été désavouées par leur propre peuple. Et ce n'est qu'en Suisse que c'est possible. Pourquoi ? Bon, parce que déjà l'aventure, elle a commencé de manière fort étrange. 3 petits paysans qui se sont prêtés serment pour se dire, mais attendez voir,
plutôt que de se faire dicter nos lois par le Saint-Empire et les Habsbourg et je ne sais qui, si on prenait ça en main nous-mêmes, puis que, on s'occupe de nos affaires. Les Habsbourg ne l'ont pas entendu de cette oreille, ils sont arrivés lourdement armés avec les tanks de cette époque-là, vous savez, les grosses armures, ils sont arrivés avec leurs chevaux. Et les Suisses, qui ont toujours été très en avance sur leur temps, grâce à leur lenteur, parce qu'à force d'être trop lents, ils finissent par être en avance sur leur temps. Les Suisses, eh bien, ils ont inventé la guérilla, bien avant le Viet Minh. Bah, on s'est dit, on n'est quand même pas con avec l'équipe des chars d'assaut qui arrivent là, on ne va pas se mettre en face comme des gnolus, comme on dit chez nous. Donc on s'est mis en haut sur la montagne, puis on a envoyé en bas la moitié des cailloux et des troncs d'arbres qui s'y trouvaient, ce qui fait qu'ils étaient relativement aplatis, puis ensuite on s'est inventé un instrument pour ouvrir les boîtes de conserve et puis aller cueillir ce qu'il y avait dedans. Bon, avec ça on a gagné plusieurs batailles, et c'est comme ça que l'aventure suisse a commencé. Donc vous voyez, on n'était pas très pacifique, je le reconnais. Alors Guillaume Tell, ça, on va pas encore commencer, mais si je vous fais toute l'histoire suisse, on est encore là demain, alors on va pas s'arrêter là. Bref, mais l'esprit même était l'esprit d'indépendance, volonté de souveraineté, de gens liés à la terre. La Suisse a été construite par des paysans. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a un vote au Parlement, il s'agit de payer pour les paysans, je vote pour, même il nous coûte assez cher, mais c'est égal. Au moins on sait d'où elle vient la bouffe avec eux, donc c'est déjà pas mal. Et comment elle est produite? Bien. Quelles sont les deux caractéristiques actuellement qui font que la Suisse peut se permettre de réussir ce que la plupart des autres nations n'ont pas réussi à mettre en place? D'abord, il y a la souveraineté de l'État-nation. Nous ne sommes pas membres de l'Union européenne. Ça, par les temps qui courent, chers Français, heureux pour vous si vous payez pour les rentes des pauvres Grecs et puis pour les Irlandais, mais nous, on a quand même encore la possibilité de pas trop foutre de milliards dans ce trou sans fond. Ça, c'est le fait d'être souverain et indépendant. Nous avons une banque nationale, nous avons encore financièrement une flexibilité que vous n'avez plus. Deuxième point, le fédéralisme. Nous ne sommes pas une nation centralisée, c'est déjà historique. Chez vous, évidemment, depuis Louis XIV, même avant, avec Louis XI, ça commence déjà, mais Louis XIV, puis la France jacobine, vous avez un fort centralisme. Et plus vous centralisez les choses, plus vous éloignez les centres de décision de la vie quotidienne des gens. À travers le fédéralisme, nous n'avons pas seulement une séparation des pouvoirs horizontale, telle que la France l'a inventée lors de la Révolution, mais nous avons également une très forte séparation des pouvoirs verticale. Parce que le Suisse se méfie du pouvoir. Donc il le fractionne. Alors on a la Confédération, les cantons, les communes, et il y a la subsidiarité, les décisions sont prises à l'échelon le plus apte à les prendre. Et alors, le socle sur lequel tout ça est construit, parce qu'on s'est dit, c'est pas mal comme système, mais ça suffit pas encore. Parce qu'il y aura toujours quelques pingouins là-haut qui s'entendent entre eux, puis qui vont nourrir dans la farine, on va trouver un autre système, c'est la démocratie directe. Ce qui fait que le peuple suisse va voter plus en une seule année que vous dans toute votre vie, messieurs. C'est comme ça. Ça s'appelle la démocratie directe. On va voter sur le taux de TVA. Vous vous rendez compte, ils ne peuvent pas monter le taux de TVA sans que le peuple dise oui. Alors là, il faut déjà passer. Et il y a d'autres objets. On a vu les minarets. Imaginez, vous n'auriez jamais pu voter sur les minarets en France. Vous n'auriez jamais pu voter sur rien du tout, d'ailleurs. Enfin, tous les 5 ans, vous donnez un chèque en blanc, puis après, il faut essuyer les plâtres. Bon, évidemment, c'est pas très agréable comme système. Ensuite, nous avons un autre système lié à tout cela, c'est le fractionnement et le contrôle du pouvoir à son plus haut échelon. C'est-à-dire que nous avons mis tous les partis qui comptent dans le gouvernement. Démerdez-vous, arrangez-vous, mais vous êtes tous dedans. Alors on n'a pas d'alternance. Donc il n'y a pas une équipe qui dit du mal de l'autre équipe pendant 5 ans, puis après c'est inversé, puis ça va dans l'autre sens. Nous, quelque part, on doit quand même trouver un moyen pour s'arranger. Alors avec ça, le système qu'on a constitué est tellement fort qu'on peut même se permettre d'avoir le gouvernement le plus nul au monde. Ça marche quand même. C'est fabuleux. Et je vous jure que ça marche. Bon. Et c'est ce qui garantit la pérennité du système suisse. Alors maintenant, évidemment, si on voulait appliquer une telle chose en France, à la France, il faudrait des adaptations, il faudrait voir quels sont les éléments qu'on pourrait reprendre, il faudrait l'adapter à la culture française, à l'histoire française, à vos us et coutumes. Mais je veux dire, dans l'esprit, dans l'idée même, c'est quelque chose,
je m'aperçois que j'arrive facilement à rendre attrayant, même sur Al Jazeera, à 80 millions de musulmans. Ouais, parce qu'évidemment, leur quotidien, eux, on leur demande pas leur avis. Alors quand ils ont là quelqu'un tout à coup à la télé qui leur explique que le peuple est souverain, c'est lui qui décide, et puis le gouvernement doit obéir ensuite, ils sont saisis d'une émotion profonde. Je veux dire, est-ce que c'est ça peut-être le paradis d'Allah? Je ne sais pas. Pour terminer gentiment mon allocution, je pense, j'ai dit une fois dans les médias que pour la France c'était foutu, mais ça c'est juste pour donner un coup de semonce. C'est peut-être pas foutu, en tout cas aujourd'hui je prends espoir. Voir autant de gens réunis. Peut-être qu'un jour, quand vous serez dans l'asile des vieillards, vous direz « Tu te souviens le jour où on était à Washington ?» Hein, on se souvient de ça, parce que c'est historique. Vous auriez peut-être été le point de départ de quelque chose de nouveau en France et en Europe. Il faut préparer ce terrain. Pensez au siècle des Lumières. La France, elle est l'architecte de la modernité. Le siècle de Lumière, le 18e est français. Aucune autre nation n'a rien de comparable à opposer à la France au XVIIIe siècle. Je sais bien, je suis professeur de littérature allemande. Il y a quelques noms, mais c'est tout. La France, c'est énorme ce qu'elle a produit à ce moment-là. Ça a été une révolution. Et une révolution qui se passe où? Elle se passe dans la tête et dans le cœur des gens. Ça se prépare lentement. Tous les jours, ça se prépare. Voltaire et Rousseau, c'est vrai, c'est eux qui sont responsables si Gavroche, il a le nez dans le ruisseau. Dès que le terrain sera propice, alors là, il faudra tenter de changer les règles du jeu, car vous serez forcé de passer par un changement des règles du jeu, si vous voulez arriver à changer votre société. Peut-être que ce sera lors d'une prochaine et prédictible crise financière. Parce que des fois, les crises financières ont du bon. La crise est toujours aussi une opportunité de changer les choses. Sauver le soldat Ryan, la belle affaire. C'est toute la France et avec elle l'Europe qu'aujourd'hui nous devons tenter de sauver. Chers amis français, en sauvant votre nation, c'est une certaine idée de l'humain que vous sauverez. Ce sont vos racines, votre identité que vous sauverez. N'oubliez jamais que ce qui est en jeu dans ce combat-là, c'est bien plus qu'un pays, plus qu'une culture, plus encore qu'une société démocratique. Ce qui est en jeu, au fond, c'est votre âme immortelle. Sauvez-la et vous sauverez le monde. Merci de votre attention.